Depuis le début de l'année 2020, nous luttons tous contre le coronavirus. Avec l'arrivée du Covid-19, l'importance d'une bonne ventilation et d'une bonne qualité de l'air est devenue encore plus évidente. Une pièce bien ventilée réduit la propagation des virus. Actuellement, avec la pandémie que l'on connaît depuis maintenant mars 2020, il est vraiment extrêmement important de comprendre que cette ventilation va nous permettre de réduire au maximum les agents biologiques, à savoir les virus, en l'occurrence ici le SARS-CoV-2, de l'air dans lequel on se trouve. Le virus, comment se propage-t-il et comment on peut être contaminé par ce virus? Alors avant tout, il faut expliquer que lorsque l'on respire, lorsqu'on crie, lorsqu'on chante, lorsqu'on éternue, lorsqu'on tousse, en fait, on produit ce qu'on appelle des aérosols. Ce sont des petites gouttelettes. Donc il y a des grosses gouttelettes et des plus fines gouttelettes. Alors les plus grosses gouttelettes, au moment où, comme maintenant, quand je suis en train de vous parler, elles vont redescendre assez rapidement vers le sol. Donc ça, ce sont des gouttelettes qui sont plus grandes que 5 micromètres de diamètre. Raison pour laquelle il y a cette idée de distanciation. Puis vous avez des petites particules qui sont beaucoup plus fines, ce qu'on appelle les aérosols. Comme elles sont beaucoup plus petites et donc plus légères, elles vont rester en suspension dans l'air et éventuellement aller plus loin et rester en suspension. Ça peut être de quelques minutes, voire quelques heures. Lorsque des personnes se retrouvent dans un local, au bout d'un certain moment, donc on a vraiment une grande quantité d'aérosols qui peuvent se retrouver donc dans ce local et éventuellement rester dans des zones donc par exemple dans un coin, dans une pièce, etc. Et donc à un moment donné, même si on fait la distanciation, même si on porte le masque, la seule chose qui peut vraiment réduire le risque de contamination, c'est évidemment de jouer sur cette qualité de l'air et donc extraire l'air et donc mettre en place un système de ventilation. Il ne faut pas uniquement donc ni le masque ni la distanciation, il faut également introduire la notion de ventilation. Un point très important aussi à bien comprendre, c'est que lorsque l'on place un masque chirurgical, c'est vraiment un geste barrière qui stoppe les grosses gouttelettes, mais il ne faut pas oublier que les très fines particules qui se retrouvent sous les aérosols de très petite taille peuvent quand même s'échapper de ce masque. La preuve, c'est que lorsque quelqu'un doit porter le masque respiratoire et qu'il a également des lunettes, que ce soit des lunettes de sécurité ou des lunettes de vue, on voit très rapidement la buée se former, et la buée, c'est évidemment la conséquence de la production d'aérosols lorsqu'on respire. Wel, de meest voorkomende knelpunten zijn eigenlijk dat men met te veel mensen in een slechte of in een volledig niet geventileerde ruimte gaat gaan samenzitten. En als men daar dan ook nog eens gaat gaan spreken met elkaar zonder mondmasker, bijvoorbeeld in een lifter, dan is het risico wel reëel dat men elkaar besmet. Om zo'n situaties aan te pakken en ook algemeen de binnenluchtkwaliteit beter te maken, hebben we een implementatieplan ventilatie gemaakt. En eigenlijk zijn daar grosso modo 3 grote stappen in. Een eerste belangrijke actie die je al kan nemen, dat is eigenlijk het openen van ramen en buitendeuren om verse lucht naar binnen te laten komen. Een tweede mogelijkheid is een mechanisch ventilatiesysteem gebruiken als je dat hebt of dat installeren. En een derde mogelijkheid is om een ventilatiestrategie te hebben waarbij dat je verschillende ramen en deuren bijvoorbeeld op een kier openlaat in verschillende hevels van het gebouw en dan via een CO2-meter in de gaten houdt of dat je voldoende verse buitenlucht naar binnen trekt. Daarnaast zijn er zeker ook een aantal zaken die kunnen ingezet worden als ventilatiesysteem. Bijvoorbeeld als je een dampkap hebt, dan kan je dat aanzetten en dan kan je eigenlijk ook dat debiet van die dampkap gaan inzetten als ventilatie. En een CO2-meter kost eigenlijk ook niet zoveel geld en via die CO2-meter kan je dan ook opvolgen of dat er voldoende aanvoer is van verse buitenlucht. Belangrijk is wel dat het gaat om een continue aanvoer van verse buitenlucht. Dus niet even het raam openzetten om te verluchten, maar eerder op een kleine stand openzetten zodanig dat er wel continu verse buitenlucht wordt aangevoerd. La ventilation peut être divisée en ventilation naturelle d'une part et en ventilation mécanique d'autre part.
La ventilation naturelle consiste simplement à ouvrir les fenêtres ou les portes. On parle de ventilation mécanique lorsqu'un système de ventilation mécanique est utilisé. Des appareils comme un airco ou un ventilateur ne servent pas à la ventilation. Ils brassent l'air, mais ne permettent pas un apport d'air frais. L'ouverture des fenêtres, éventuellement des portes extérieures, permet d'apporter un renouvellement d'air qui peut être important dans un local. Mais il y a également des désavantages à l'ouverture des fenêtres, comme par exemple le bruit extérieur ou les courants d'air, particulièrement en hiver. Donc, l'ouverture des fenêtres est plutôt une solution d'urgence, de secours, en l'absence de système de ventilation, et en gardant en tête qu'à terme, l'installation d'un système de ventilation mécanique est presque toujours nécessaire. Alors avec l'ouverture des fenêtres, on va avoir une influence évidemment des conditions extérieures, donc du vent par exemple, et de la température extérieure aussi. Alors dans un premier cas de figure, on pourrait imaginer qu'on a des fenêtres disponibles sur plusieurs façades, et dans ce cas-là, on va vraiment profiter de l'effet du vent, par exemple. Dans d'autres cas, on a éventuellement des fenêtres que sur une façade, ou en l'absence de vent également, on va plutôt compter sur la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur, qui va créer un mouvement de convection grâce à l'air intérieur plus chaud, l'air extérieur plus froid. Et c'est pour ça que la hauteur de la fenêtre est importante. Au plus la hauteur de la fenêtre est importante, au plus ce mouvement de convection grâce à la différence de température, et donc aussi le débit sera important. Un autre élément important aussi, c'est la surface totale d'ouverture des fenêtres. Le débit est directement proportionnel à cette surface. C'est pour ça qu'une fenêtre complètement ouverte va apporter beaucoup plus d'aération qu'une fenêtre en position oscillante. Alors la profondeur du local, on doit également en tenir compte avec l'ouverture des fenêtres. En effet, avec des fenêtres qui sont disponibles uniquement sur une seule façade, on considère qu'on a un bon mélange dans la pièce pour une profondeur de pièce qui n'est pas plus grande que la hauteur du local x2. Pour les locaux plus profonds, on ne peut pas garantir un mélange suffisant avec l'ouverture des fenêtres. Het simpelste systeem van mechanische ventilatie is eigenlijk dus een raamventilator, een muurventilator, een dakventilator, wat in feite een product is dat je plaatst. Daarnaast heb je wat we noemen ventilatiesystemen. En daar heb je dus een combinatie van kanalen, een ventilator, toe-afvoermonden, een filter. En dus daar heb je dus echt een systeembenadering. Dus als we ventileren in functie van het aantal personen, dan is het belangrijk dus te weten hoeveel ventilatielucht heb je nodig per persoon. En daar is een goede richtwaarde voor, dus een rustige activiteit, ongeveer 40 kubieke meter per uur. Dus heb je ruimte met 20 personen, 20 x 40 heb je ongeveer 800 kubieke meter per uur aan buitenlucht nodig. Voor dus die simpele toestellen zoals een raamventilator kun je in principe al via documentatie een eerste indicatie hebben hoeveel debiet het is. Nu voor de systemen, dus het geheel van kanalen, roosters en ventilatoren, is dat niet zo eenvoudig. Daar kun je een eerste indicatie hebben op basis van de ontwerpwaarde, maar daar is het erg belangrijk om te gaan meten in situ hoe groot dat de debieten zijn. Ja, in essentie heb je twee mogelijkheden om debieten bij een mechanische ventilatie te meten. Dat is dus verplaatsen van de toe- of afvoermonden. Dat is één mogelijkheid. Dat kun je doen als je systemen met enkel afzuigen en toevoer, dus geen recirculatie. Daarnaast kun je ook meten in de ventilatiekanalen zelf. Nu, het meten van die debieten vraagt toch, laten we zeggen, de nodige competentie. Dus je moet weten hoe je dat correct doet. Anderzijds moet je ook de geschikte apparatuur hebben voor dergelijke metingen uit te voeren. Hoeveel ventilatie dat je nodig hebt, hangt eigenlijk af van welke activiteit dat je aan het uitvoeren bent. Zit je gewoon rustig neer tv te kijken, dat is een zeer lichte activiteit, dan heb je ongeveer 37 kubieke meter per uur nodig. Zit je gewoon rustig neer aan een bureau bijvoorbeeld te werken, dan ben je al iets intenser bezig als dat je naar een film aan het kijken bent. En dan is een hogere ventilatiedebiet nodig. Dan hebben we toch eerder een waarde van 44 kubieke meter per uur. Ga je dan ook nog gaan rondwandelend werken of je werkt echt met de armen, dan heb je hogere ventilatiedebieten nodig. En als je bijvoorbeeld sportactiviteiten doet, zeer intense activiteiten, dan zijn nog hogere debieten nodig die voor de meest intensieve sporten zelfs kunnen oplopen tot 180 kubieke meter per uur.
Lorsque nous nous trouvons à plusieurs personnes dans une pièce, nous ne savons pas s'il y a des virus présents dans l'air. Nous devons donc nous assurer qu'une quantité suffisante d'air frais est apportée afin de diluer et d'éliminer les aérosols potentiellement infectieux. Et pour le savoir, nous mesurons le gaz carbonique que nous expirons, c'est-à-dire le CO2. La présence de virus n'est pas facile à mesurer, contrairement à la concentration en CO2. Pour que l'indicateur soit fiable, il est important que le compteur de CO2 soit suspendu ou placé dans un endroit représentatif. Il est important de réduire au maximum la teneur en CO2. Alors le CO2 est utilisé vraiment comme indicateur de qualité de l'air, car il y a une assez bonne corrélation entre le CO2 qui est expiré par une personne et, dans le cas qui nous intéresse ici, la production des aérosols. Donc l'augmentation de la concentration en CO2 dans un espace va dépendre du nombre de personnes, du volume de l'espace, aussi de l'activité des personnes et également du débit de ventilation. Donc bien sûr, au plus l'activité des personnes est lourde, le travail physique par exemple, au plus elles vont émettre du CO2. Maintenant, en l'absence d'un système de ventilation ou avec un débit trop faible, on va atteindre au final des niveaux de CO2 qui vont être très élevés, mais on va aussi avoir une augmentation de cette concentration qui va se produire beaucoup plus rapidement. Alors pour choisir un bon détecteur de CO2, il y a plusieurs points auxquels il faut faire attention. Ça doit d'abord être un détecteur qui mesure effectivement le CO2 et pas une question de CO2 équivalent. Et puis il y a des points importants comme par exemple les questions de calibration, etc. Donc c'est important peut-être d'avoir l'avis du conseiller en prévention, et il y a également un document disponible sur Internet qui reprend un certain nombre de critères sur le choix des détecteurs CO2. Alors on peut utiliser le détecteur CO2 dans différents contextes. Il existe d'ailleurs différents instruments avec différentes fonctionnalités. Certains instruments par exemple qui permettent de faire un monitoring en continu. Et alors ce détecteur, on va le laisser en place dans un local pendant un certain temps et pouvoir vraiment évaluer au jour le jour que les concentrations ne sont pas trop élevées ou pas dépassées. D'autres détecteurs sont plutôt prévus pour faire une mesure ponctuelle, peut-être plus précise dans le contexte vraiment prévention au travail par exemple. Il existe également des systèmes de purification de l'air qui peuvent venir en complément des systèmes de ventilation. Dans certaines circonstances, ils pourraient offrir une alternative pour l'élimination de polluants spécifiques. Cependant, la ventilation reste toujours la meilleure solution et ne peut pas être simplement remplacée par la purification de l'air. Het gebruik van luchtzuivering kan een alternatief zijn of een aanvulling op ventilatie, waarbij luchtzuivering ervoor zorgt dat bepaalde verontreinigingen uit de lucht worden gehaald. Ja, in essentie zijn er twee technieken voor luchtzuivering. Dat is enerzijds dus filtratie, waarbij je dus de luchtdeeltjes uit de lucht gaat verwijderen. Anderzijds heb je inactivatie, waarbij je eigenlijk dus de luchtdeeltjes, de aerosolen in de lucht laat, maar eigenlijk de eventuele virussen desactiveert, waardoor ze niet langer kunnen besmetten. In heel wat toestellen vind je een combinatie van de twee. Een belangrijk begrip bij luchtzuiveringstoestellen is de zogenaamde CADR-waarde, Clean Air Delivery Rate. En dat is eigenlijk dus een debiet in kubieke meter per uur wat overeenkomt met dus een equivalent debiet aan buitenlucht. En is eigenlijk in de praktijk dus het debiet door het toestel vermenigvuldigd met het rendement van de luchtzuivering. Er bestaat wetgeving rond ventilatie en binnenluchtkwaliteit. Deze wetgeving is opgenomen in de Codex Welzijn op het werk. In de Codex Welzijn op het werk vragen we eigenlijk aan alle werkgevers om een risicoanalyse binnenluchtkwaliteit op te maken. Die risicoanalyse bestaat erin om eigenlijk te gaan kijken welke personen er aanwezig zijn in het lokaal en welke activiteit dat die personen uitoefenen. Daarnaast is het ook belangrijk om te kijken naar de aanwezigheid van eventueel materialen, zoals bijvoorbeeld printers of bloembakken en dergelijke meer. En als laatste moeten we ook gaan kijken naar het gebouw zelf, want er kan afhefte zijn van bijvoorbeeld vluchtorganische componenten uit bouwmaterialen of formaldehyde uit meubelen. Dat zijn ook allemaal stoffen die eigenlijk afgevoerd moeten worden. Heeft hij die bronnen onder controle? Want dat is altijd de eerste stap. Beperk de risico's, dus als je minder afhefte hebt van schadelijke stoffen, dan kan je beperken tot een ventilatiedebiet van 25 kubieke meter per uur of 1200 ppm CO2. Kan je dat niet,
dan moet je voorzien in 40 kubieke meter per uur minstens per persoon. Of een maximum CO2-waarde van 900 ppm. À la Haute École de Gand, une analyse de risque approfondie a été réalisée dans le cadre des nouvelles mesures de prévention dans la lutte contre le coronavirus. Bij de heropstart in het voorjaar 2020 hebben wij goede binnenluchtkwaliteit, of goede ventilatie eigenlijk, om goede binnenluchtkwaliteit te bereiken, opgenomen als dwingende voorwaarde om onze lokalen te gebruiken om opnieuw les te geven voor essentiële practica. Dat was de eerste stap. We hebben eerst gekeken naar het goed afstellen, afregelen van onze ventilatieinstallaties op 100% buitenlucht. Voor de lokalen waar we mechanische ventilatie hebben. Voor lokalen waar we beschikken over natuurlijke ventilatie door het openen van ramen en deuren, hebben we gezegd van zet die ramen en deuren zoveel mogelijk open. Tussen de verschillende uren hebben we nog steeds verplichte verluchtingspauzes ingelast om die lucht eventjes te laten verversen tussen gebruik van 2 groepen door. Laatste groep van lokalen waar we wisten van hier is de ventilatiemogelijkheid heel beperkt, maar dat zijn lokalen die we toch moeten gebruiken. Ik denk aan bioveiligheidslabo's waar ramen en deuren gesloten moeten blijven. Of PC-lokalen die omwille van de infrastructuur essentieel zijn voor onderwijsactiviteiten. Daar hebben wij luchtfilterinstallaties aangekocht. Dat zijn installaties die de lucht uit de ruimte onderaan aanzuigen, doorheen een filter halen die de micropartikels eruit haalt en eigenlijk dezelfde lucht in uw lokaal rond circuleert, maar gezuiverd. En op die manier eigenlijk het virologisch risico voor de mensen die binnen verblijven verkleint. Het is natuurlijk een groot voordeel dat we op die manier ook in de toekomst, ook al wordt het virus minder gevaarlijk door vaccinaties, nog steeds besmettingen en quarantaines kunnen vermijden. Dat is een eerste doelstelling. Niet alleen voor SARS-CoV-2, maar ook voor andere infectieziekten die zich via de lucht voortplanten. Verder is binnenluchtkwaliteit voor andere polluanten uit meubelmaterialen en dergelijke ook heel interessant. De CO2-concentratie die beperkt is bovendien goed voor de concentratie. Voor de psychosociale aspecten, voor het welbevinden op het werk en voor het ziekteverzuim van de mensen. Voor ons is ventilatie heel belangrijk. Ventilatie is echt een blijver. Une bonne ventilation générale peut diluer considérablement les aérosols. Néanmoins, quelqu'un qui s'assied à proximité d'une personne infectée peut malgré tout être également infecté. Le temps joue ici un rôle important. En effet, la concentration d'air infecté expiré se dilue lentement, même avec une très bonne ventilation. Plus la ventilation fonctionne, plus la distance avec une personne infectée peut être réduite sans courir de risque. Mais une bonne ventilation ne signifie donc pas que tout risque est exclu. Le risque de contamination reste réel, mais il est plus faible. Il est donc important de garder une distance de sécurité. En conclusion pour le futur, déjà au niveau présent, donc c'est bien réinsister sur le principe de ventilation en plus des mesures barrières qui sont toujours d'application, à savoir le port du masque, essayer d'avoir une distanciation la plus importante possible entre les différentes personnes. Mais dans le futur, vraiment le défi, ça va être de mettre en place une ventilation correcte, efficace, bien réfléchie, donc pas faire n'importe quoi. Et une fois que ça s'est mis en place, ça va nous prémunir contre tous les types de polluants chimiques, biologiques. Et le jour où, malheureusement, si ça devait arriver une autre pandémie avec un autre virus devrait arriver, au moins on aurait vraiment l'élément essentiel, à savoir la ventilation, auquel on pourra alors rajouter d'autres mesures barrières telles que le port du masque, la distanciation, etc.